Imaginez un jour de mariage. Les fleurs sont parfaites. L'éclairage est parfait. Les invités sourient, comme s'ils assistaient à la première scène d'un conte de fées. Les vœux sont prononcés clairement, presque répétés. Tout le monde applaudit au bon moment. Tout le monde croit que c'est le début d'un bonheur éternel. Mais regardez de plus près. Regardez la personne debout devant l'autel. Pas le sourire sur ses lèvres, mais les yeux derrière ce sourire. Car il existe un type de silence spécifique qui se produit dans l'esprit de quelqu'un qui s'apprête à épouser une personne qu'il n'aime pas vraiment. Et ce n'est pas un silence paisible. Ce n'est pas du calme, c'est de la suppression. C'est le son d'un esprit rationnel qui écrase un cœur qui hurle. On nous élève avec une histoire simple et séduisante. L'amour mène au mariage, le mariage mène au bonheur, et si vous avez de la chance, tout se passe bien. Cette narration s'infiltre dans notre conscience dès l'enfance, renforcée par chaque film romantique, chaque chanson d'amour, chaque conte de fées, où le prince et la princesse vivent heureux pour toujours. Mais pour des millions de personnes à travers le monde, le mariage ne concerne pas du tout la passion. Il concerne la stabilité, la sécurité et la pression sociale. Il s'agit de manquer de temps, de choisir la personne qui a le plus de sens sur le papier, qui coche toutes les cases rationnelles, mais qui ne fait vibrer aucune corde émotionnelle. Parce que la peur d'être seul, de vieillir sans compagnon, de décevoir sa famille, semble plus lourde que la peur de ne pas être aimé. Et voici la tragédie silencieuse qui se joue dans d'innombrables foyers. De l'extérieur, on dirait que vous avez réussi. Vous avez trouvé quelqu'un, vous avez construit une vie, vous avez accompli ce que la société attend de vous. De l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir disparu. Comme si une partie essentielle de vous-même s'était éteinte le jour où vous avez dit oui. Alors pourquoi des personnes intelligentes, conscientes d'elles-mêmes, capables de réflexion profonde, font-elles cela? Pourquoi les gens lignent-ils leur vie à quelqu'un qui n'allume aucune joie dans leur âme, qui ne provoque aucun frisson, qui ne les fait pas se sentir vraiment vivants? Et qu'arrive-t-il à la psyché humaine lorsqu'elle est forcée de vivre un mensonge jour après jour, année après année, décennie après décennie? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la psychologie du mariage sans amour. Non pas pour juger qui que ce soit, car chacun fait ce qu'il peut avec les ressources émotionnelles qu'il possède, mais pour comprendre les forces invisibles qui poussent les gens à se contenter de moins, et le coût émotionnel silencieux qui s'ensuit. Car parfois, la solitude la plus douloureuse n'est pas d'être seul dans un appartement vide. C'est d'être marié, de partager un lit chaque nuit, et de se sentir complètement invisible, complètement inconnu. Première partie. Les forces psychologiques qui poussent au mariage sans amour. Pour comprendre pourquoi quelqu'un épouserait sans amour, nous devons démanteler l'un des plus grands mythes que la société nous ait jamais vendu, que l'amour est la raison principale pour laquelle les gens se marient. Et cette croyance est si profondément ancrée dans notre imaginaire collectif qu'elle semble être une vérité universelle et intemporelle. Mais l'histoire raconte une toute autre histoire. Historiquement, pendant la majeure partie de l'existence humaine, le mariage n'était pas une étape romantique. C'était un contrat économique et social, une stratégie de survie, un moyen de sécuriser les terres, le statut, la protection et la lignée. Les mariages étaient arrangés par les familles pour maximiser les avantages mutuels. L'amour, s'il venait, était considéré comme un bonus heureux, pas comme une condition préalable. L'amour comme exigence principale est un luxe moderne, quelque chose que les gens ont commencé à attendre seulement au cours des 2 derniers siècles, lorsque la vie est devenue plus sûre, plus longue et plus individualiste. L'industrialisation, l'urbanisation et l'évolution des droits individuels ont transformé le mariage d'une institution économique en une promesse émotionnelle. Mais voici la vérité inconfortable. Même en 2026, avec toute notre évolution sociale et notre liberté de choix, cet ancien instinct de survie circule toujours profondément dans le système nerveux humain. Notre cerveau moderne est encore câblé avec des circuits anciens qui priorisent la sécurité sur la passion, la survie sur l'épanouissement. La psychologie contemporaine a identifié plusieurs forces puissantes qui poussent les gens vers des unions sans amour. Et l'une des plus puissantes est quelque chose appelé anuptaphobie, la peur pathologique de rester célibataire, la tyrannie de l'horloge sociale. Vous n'entendez peut-être pas ce mot dans les conversations quotidiennes, mais vous avez certainement ressenti sa présence oppressante. Car il y a une horloge sociale qui tic-tac discrètement mais implacablement en arrière-plan de nos vies, dictant un calendrier invisible mais tyrannique. À 30 ans,
vous devriez être installé dans une relation stable. À 35 ans, vous devriez avoir des enfants, surtout si vous êtes une femme et que votre fertilité décline. À 40 ans, vous devriez avoir construit une vie qui prouve que vous n'avez pas été laissé pour compte, que vous êtes capable d'être choisi, que vous êtes digne d'amour. Et à mesure que ces échéances approchent sans que la bonne personne n'apparaisse, quelque chose de profond se produit dans la psyché. La panique commence à réécrire vos standards. Votre cerveau, face à ce qu'il perçoit comme une menace existentielle, il ne cesse d'optimiser pour le bonheur et commence à minimiser les risques. C'est un mécanisme de survie ancien qui se déclenche dans un contexte moderne. C'est à ce moment précis que les critères changent de manière insidieuse. Vous cessez de chercher une âme sœur, quelqu'un qui fait chanter votre cœur, et commencez à chercher un candidat, quelqu'un qui répond aux critères objectifs de stabilité. Les questions que vous vous posez changent radicalement. Au lieu de « est-ce que cette personne me fait me sentir vivant ?», vous demandez « sont-ils stables ? Sont-ils fidèles ? Ont-ils un bon emploi ? Ma famille les approuverait-elle ? Voulons-nous le même avenir ? Pourrait-il être un bon parent ?» La logique devient transactionnelle, presque commerciale. Je ne les aime peut-être pas de cette manière passionnée que je m'étais imaginée, mais ils sont sûrs. Ils ne me feront pas de mal, ils ne partiront pas. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que l'amour romantique est une illusion de toute façon. La sécurité comme drogue. Et pour certaines personnes, la sécurité n'est pas seulement une préférence raisonnable, c'est une drogue, un besoin vital, une obsession. Surtout pour quiconque a grandi dans le chaos, la pauvreté, la violence domestique, la négligence émotionnelle ou l'instabilité chronique. Lorsque vous avez vécu en mode survie assez longtemps, lorsque votre enfance était marquée par l'imprévisibilité et l'anxiété, votre cerveau se recable. La romance, avec son intensité émotionnelle et son imprévisibilité, cesse d'être essentielle. Elle peut même devenir effrayante, car elle ressemble trop au chaos que vous avez fui. Ce dont vous avez envie, ce n'est pas la passion avec ses hauts vertigineux et ses bas dévastateurs. C'est le soulagement, la prévisibilité, la paix. Un partenaire stable ne ressemble pas à une histoire d'amour palpitante tirée d'un roman. Il ressemble à un refuge, une forteresse contre l'imprévisibilité du monde, un port sûr dans la tempête. Pour ces personnes, épouser quelqu'un de fiable mais sans passion n'est pas un compromis, c'est une victoire. C'est la sécurité qu'elles n'ont jamais eue. Le piège de l'alignement des valeurs. Ensuite, il y a un autre piège psychologique qui semble particulièrement sain et mature en surface. Le piège de l'alignement des valeurs. Vous rencontrez quelqu'un qui partage vos points de vue sur l'argent, la politique, la famille, la religion, l'ambition, les objectifs de vie. Sur le papier, vous êtes parfaitement compatibles. Vous travaillez bien en équipe. Vous pouvez avoir des conversations intellectuelles stimulantes. Vous ne vous disputez pas beaucoup parce que vos valeurs fondamentales sont alignées. Vous avez du sens ensemble. Vos amis vous disent que vous formez un beau couple. Vos parents sont ravis. Tout le monde approuve. L'esprit rationnel commence alors à négocier avec le cœur. Regardez comme nous sommes compatibles sur tout ce qui compte vraiment. La passion, c'est pour les jeunes naïfs. Ce qui compte, c'est le partenariat, la capacité à construire une vie ensemble. L'amour romantique finira par grandir avec le temps, avec l'intimité partagée, avec les expériences communes. Mais souvent, très souvent, il ne grandit pas. Il existe simplement comme une plante en pot qui survit mais ne fleurit jamais. Et c'est là que le conflit interne commence à ronger, silencieusement, parce que le choix était logique, rationnel, approuvé par tous, mais le corps garde les reçus. Le corps sait ce qui manque. De l'extérieur, aux yeux de la société, cela ressemble à de la maturité, à de la sagesse, au fait d'avoir dépassé les illusions romantiques de l'adolescence. De l'intérieur, dans le sanctuaire privé de votre propre conscience, cela ressemble au premier chapitre d'un exil émotionnel qui durera des décennies. L'influence invisible de l'attachement. Voici la partie dont la plupart des gens ne parlent jamais, la partie qui reste cachée dans l'ombre. Beaucoup de gens n'épousent pas sans amour parce qu'ils sont superficiels, désespérés, ou qu'ils se contentent consciemment de moins. Ils le font parce que leur système nerveux a été entraîné, et parfois depuis la petite enfance, à confondre certains sentiments dysfonctionnels avec l'amour authentique. Et ce moteur caché, qui opère en dessous du niveau de la conscience, a un nom en psychologie, l'attachement. L'attachement est le schéma fondamental que votre cerveau construit dans les premières années de vie, principalement à travers votre relation avec vos parents,
ou gardiens principaux, sur ce à quoi ressemble l'amour, ce qu'il coûte, ce que vous devez faire pour le garder, et ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous l'obtenez enfin. Ces schémas d'attachement, formés avant même que vous ayez des mots pour les décrire, deviennent le modèle inconscient de toutes vos relations futures. Ils sont si profondément ancrés qu'ils semblent être votre personnalité, votre nature, simplement qui vous êtes. Alors quand l'âge adulte arrive avec ses choix romantiques, beaucoup de gens ne choisissent pas vraiment leur partenaire en fonction d'une connexion authentique et d'un désir mutuel. Ils choisissent des partenaires en fonction de ce qui leur semble familier, de ce qui active leur schéma d'attachement préexistant, même si ces schémas sont dysfonctionnels. L'attachement anxieux. Pour quelqu'un avec un style d'attachement anxieux, formé dans une enfance où l'amour parental était inconsistant et imprévisible, l'amour adulte ne semble pas paisible. Il ne ressemble pas à la sécurité. Il semble incertain, comme si vous deviez constamment le mériter, comme si vous deviez le poursuivre, le prouver, le supplier. Alors quand il rencontre quelqu'un de vraiment stable, quelqu'un qui est constant, disponible, prévisible et fiable, cela peut ressembler à du salut. Pas de la passion, pas du désir, mais du salut. Il ne pense pas « est-ce que je les désire ardemment ? Est-ce que je brûle de les toucher ? Est-ce que mon cœur bat plus vite quand ils entrent dans la pièce ?» Il pense « ils ne partiront pas, ils ne me feront pas souffrir, ils ne me rejetteront pas, enfin quelqu'un de sûr. » Et cette sécurité, pour quelqu'un qui a toujours eu peur d'être abandonné, semble être la définition même de l'amour. L'attachement évitant. Pour quelqu'un avec un style d'attachement évitant, formé dans une enfance où l'intimité était étouffante, ou où l'indépendance était la seule façon de se sentir en sécurité, le piège est différent mais tout aussi puissant. La véritable intimité semble suffocante, comme si elle allait vous engloutir et effacer votre identité. Être vraiment vu et vraiment connu dans votre vulnérabilité semble dangereux. Alors, ils choisissent inconsciemment quelqu'un qu'ils n'aiment pas pleinement, quelqu'un pour qui ils ne ressentent pas cette attraction intense et déstabilisante. Parce qu'une connexion tiède, confortable mais sans passion, semble plus sûre qu'une profonde vulnérabilité qui pourrait les détruire. Ils obtiennent ainsi les bénéfices de la proximité humaine, de la compagnie, du statut social d'être en couple, sans le risque émotionnel terrifiant de se donner complètement à quelqu'un. C'est un compromis inconscient mais stratégique. Le traumatisme et la confusion des signaux. Et puis il y a le traumatisme, cette force puissante qui déforme la perception même de ce qu'est l'amour. Si vous avez grandi avec le chaos quotidien, l'imprévisibilité chronique ou la négligence émotionnelle profonde, votre cerveau, dans sa tentative désespérée de survivre, peut commencer à mal étiqueter les signaux émotionnels fondamentaux. Vous pouvez confondre le drame émotionnel avec la chimie romantique. Vous pouvez confondre l'anxiété, cette sensation de papillon dans l'estomac qui est en réalité du stress, avec l'attraction. Vous pouvez confondre la stabilité authentique, qui devrait être réconfortante, avec l'ennui mortel. Alors quand vous trouvez enfin quelqu'un de vraiment sûr, quelqu'un qui ne déclenche pas vos alarmes internes, votre esprit conscient dit « c'est bien, c'est sain, c'est ce que je devrais vouloir ». Mais votre corps, câblé depuis l'enfance pour l'intensité, pour les montagnes russes émotionnelles, il murmure dans un langage que vous ne comprenez pas toujours consciemment. Ce n'est pas de l'amour, quelque chose manque. Et c'est le moment tragique où les gens ne réalisent pas qu'ils prennent une décision pour la vie entière sous l'influence invisible de leur passé non résolu. Parce que ce n'est pas toujours que vous ne voulez pas d'amour authentique. Parfois, vous ne le reconnaissez tout simplement pas quand il arrive enfin sous une forme saine, parce que la santé ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Alors vous choisissez ce qui semble sécurisé, ce qui semble gérable, ce qui ressemble au contrôle, ce qui n'active pas vos traumatismes, et vous l'appelez amour. Vous l'appelez amour jusqu'à ce que le mariage, avec son intimité forcée et son engagement permanent, force la vérité à s'ouvrir comme une blessure. Et deuxième partie, les 7 signes que vous vous contentez de moins. Maintenant, soyons douloureusement, brutalement honnêtes, car l'une des choses les plus dangereuses et insidieuses à propos de se contenter de moins, c'est que cela ressemble rarement à un compromis au début. Au contraire, cela ressemble à de la maturité, à de la sagesse, à la fin de l'adolescence émotionnelle. Cela ressemble à choisir enfin la paix plutôt que le chaos. Cela ressemble à être responsable, à faire le choix adulte et raisonnable. Et parfois, parce que nous sommes des créatures douées pour l'auto-illusion, cela ressemble même à l'amour. Alors comment savez-vous, vraiment,
que vous ne construisez pas une vie avec quelqu'un que vous désirez vraiment, mais que vous acceptez simplement quelqu'un parce qu'il réduit votre peur, parce qu'il répond aux attentes sociales, parce que le temps passe et que les options semblent se rétrécir? Voici 7 signes révélateurs que vous vous contentez de moins, même si votre esprit rationnel continue d'essayer de vous en dissuader, même si vous avez construit toute une narration pour justifier votre choix. Signe numéro 1. Le soulagement est plus fort que l'excitation. Lorsque vous pensez à votre partenaire, à votre avenir ensemble, le sentiment dominant n'est pas l'excitation, l'anticipation joyeuse, le désir de les voir, c'est le soulagement. Le soulagement de ne plus être seul, de ne plus avoir à chercher, de ne plus avoir à expliquer pourquoi vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un. Vous ne vous sentez pas attiré vers eux comme un aimant. Vous vous sentez en sécurité, protégé de la peur d'être seul. Et c'est une différence subtile mais profonde. L'un vous tire vers l'avant avec joie, l'autre vous retient simplement dans un port sûr, immobile. Signe numéro 2, votre corps les évite. Voici quelque chose que peu de gens admettent, mais que beaucoup ressentent. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer rationnellement, mais le toucher ressemble à une obligation plutôt qu'à un désir. Embrasser ressemble à une performance que vous devez exécuter pour maintenir l'illusion, plutôt qu'à quelque chose que vous attendez avec impatience. L'intimité physique, au lieu d'être un langage d'amour spontané, devient une tâche sur votre liste mentale. Votre corps, qui est plus honnête que votre esprit, se contracte légèrement, évite, trouve des excuses. Pas parce que votre partenaire fait quelque chose de mal, mais simplement parce que le désir authentique n'est pas là. Signe numéro 3, vous vous sentez plus léger quand ils ne sont pas là. C'est peut-être le signe le plus révélateur et le plus culpabilisant. Non pas parce que vous les détestez, non pas parce qu'ils sont toxiques ou abusifs, mais simplement parce que lorsqu'ils quittent la maison, lorsque vous êtes seul, votre système nerveux peut enfin respirer pleinement. Il y a un relâchement subtil de la tension que vous ne remarquiez même pas que vous portiez. Vous pouvez être vous-même sans performer, sans maintenir la façade du partenaire satisfait. Cette sensation de soulagement, lorsque vous êtes seul, devrait être un signal d'alarme majeur, car dans une relation saine, la présence de l'autre devrait vous énergiser, pas vous épuiser. Signe numéro 4, vous ne partagez pas votre vrai moi. Vos peurs les plus profondes restent non partagées. Vos blagues bizarres, celles qui révèlent vraiment votre personnalité, restent étouffées. Vos rêves les plus audacieux, ceux qui vous font vraiment vibrer, restent enfermés dans votre esprit. Vos vulnérabilités authentiques restent cachées derrière un masque de compétence. Il y a une partie entière de vous qui ne se sent jamais en sécurité pour émerger dans cette relation. Vous maintenez une version édulcorée, socialement acceptable de vous-même, mais le vrai vous, avec toute sa complexité, ses contradictions, sa profondeur, ne se sent jamais invité à la table. Signe numéro 5. L'avenir semble gris. Quand vous imaginez votre vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'image semble stable sur le papier. Vous voyez une maison, et peut-être des enfants, une routine confortable, la sécurité financière. Tout est là, tous les marqueurs extérieurs du succès. Mais émotionnellement, quand vous ressentez vraiment dans cette vision, elle ressemble à un couloir long et gris, sans lumière du soleil, sans couleurs vibrantes, sans moments qui font battre votre cœur. C'est une vie de fonctionnement, pas une vie d'épanouissement. C'est la survie confortable, pas la vivacité joyeuse. Signe numéro 6, votre relation fonctionne sur la logistique. Vos conversations se sont rétrécies jusqu'à devenir presque exclusivement transactionnelles. Vous parlez de factures, de courses, d'horaires, d'obligations parentales si vous avez des enfants, de réparations à faire dans la maison, de plans pour les vacances familiales. Tout fonctionne efficacement. Vous êtes de bons coéquipiers dans la gestion de la vie domestique. Mais la connexion émotionnelle, la curiosité l'un pour l'autre, les conversations qui durent des heures, parce que vous ne pouvez pas arrêter de partager, le rire spontané, l'intimité intellectuelle, tout cela est absent. Vous êtes devenus des colocataires hautement fonctionnels plutôt que des amants, des partenaires de vie dans le sens administratif plutôt que dans le sens émotionnel. Signe numéro 7. Vous fantasmez sur une autre vie, et celui-ci est peut-être le plus révélateur de tous. Vous vous surprenez à fantasmer régulièrement sur une autre vie. Pas nécessairement une autre personne spécifique, bien que cela puisse arriver, mais surtout une autre version de vous. Le vous qui se sent vivant,
vibrant, passionné. Le vous qui rit librement, qui prend des risques et qui ressent profondément. Le vous qui existait avant que vous ne choisissiez la sécurité au détriment de l'authenticité. Cette version de vous hante comme un fantôme, vous rappelant ce que vous avez abandonné. Et écoutez attentivement, parce que cette partie est cruciale, peut-être la plus importante de tout ce que je vais dire. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, si vous ressentez cette vérité résonner dans votre corps, cela ne signifie pas que vous êtes ingrat envers un partenaire qui fait de son mieux. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé, défectueux, incapable de satisfaction. Cela ne signifie pas que votre partenaire n'est pas assez bien ou qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez lui. Cela signifie simplement, mais profondément, que votre monde intérieur, votre moi authentique, dit la vérité que votre esprit rationnel essaie de supprimer. Parce que l'amour véritable n'est pas seulement la compatibilité sur papier. L'amour n'est pas seulement la stabilité financière et sociale. L'amour, à sa racine la plus fondamentale, c'est la vivacité, c'est se sentir pleinement en vie en présence de l'autre. Et si la relation exige que vous vous rétrécissiez pour y entrer, que vous vous engourdissiez pour la supporter, que vous disparaissiez pour la maintenir, ce n'est pas la paix. C'est la survie émotionnelle. C'est l'extinction lente de votre moi authentique. Troisième partie, le coût psychologique de vivre un mensonge. Une fois que le mariage est terminé, une fois que les photos sont soigneusement publiées sur les réseaux sociaux avec leur filtre parfait, une fois que la lune de miel se termine et que vous revenez à la réalité quotidienne, une fois que les invités rentrent chez eux et que les cadeaux sont déballés, quelque chose de discrètement terrifiant commence à se produire. La réalité s'installe comme un brouillard froid et persistant. Et pour quelqu'un qui s'est marié sans amour authentique, qui a dit oui pour toutes les mauvaises raisons, tout en espérant secrètement que les sentiments suivraient, la première bataille psychologique n'est pas avec leur partenaire. Le partenaire peut être parfaitement gentil, attentionné, responsable. La bataille est avec leur propre esprit, avec leur propre conscience qui sait la vérité. La dissonance cognitive. Quand l'esprit se déchire, la psychologie a un terme précis pour ce phénomène douloureux, la dissonance cognitive. C'est la douleur mentale aiguë, l'inconfort psychologique profond qui se produit lorsque vous êtes forcé de tenir simultanément deux vérités contradictoires, deux croyances qui ne peuvent pas coexister logiquement, mais qui doivent coexister dans votre réalité quotidienne. Vérité A. J'ai promis, solennellement devant témoins, peut-être devant Dieu, d'aimer cette personne pour toujours, de la chérir dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai fait le choix le plus sérieux qu'un adulte puisse faire. Vérité B. Je ne ressens rien, ou presque rien, quand ils me touchent. Mon cœur ne bat pas plus vite quand ils entrent dans la pièce. Je ne pense pas à eux pendant la journée avec tendresse. L'intimité ressemble à une obligation, pas à un désir. Il y a cette contradiction fondamentale, crée une pression psychologique immense et insoutenable. Et le cerveau, désespéré de réduire cet inconfort cognitif qui le déchire, de restaurer une certaine cohérence interne, commence à construire des défenses élaborées, des rationalisations sophistiquées. Vous commencez à vous raconter des histoires. Vous rationalisez avec des arguments qui semblent matures et raisonnables. Vous vous dites que la passion romantique est enfantine, naïve, une illusion vendue par Hollywood et l'industrie du mariage. Que la chimie physique intense s'estompe de toute façon après quelques années dans toutes les relations, donc ce que vous ressentez maintenant est normal. Que le véritable amour mature n'est pas une émotion, mais un choix quotidien, un engagement, un devoir que vous remplissez avec dignité. Que c'est à cela que ressemble vraiment l'âge adulte, que les adultes responsables ne se laissent pas guider par leurs émotions, mais par leurs raisons. Et pendant un certain temps, cette narration fonctionne, vous y croyez presque. Elle vous permet de continuer à avancer, de vous lever chaque matin, de maintenir la façade. Mais voici le problème fondamental avec la dissonance cognitive. Vous pouvez convaincre votre esprit conscient, votre cerveau pensant, rationnel. Vous ne pouvez pas convaincre votre corps. Le corps, avec sa sagesse ancienne et sa mémoire cellulaire, ne croit pas votre histoire de rationnel. Il garde le score avec une précision impitoyable. Le silence intérieur, cette vérité supprimée, il revient dans votre expérience sous différentes formes somatiques. Oppression constante dans la poitrine qui ne s'explique pas médicalement, irritation disproportionnée pour des choses insignifiantes, engourdissement émotionnel progressif,
où vous cessez de ressentir profondément quoi que ce soit, une tristesse constante de bas niveau que vous ne pouvez pas expliquer, que vous niez même parfois. La solitude, à l'intérieur du mariage. La douleur invisible. Ensuite vient le coup le plus profond, celui dont personne ne parle vraiment ouvertement. La solitude à l'intérieur du mariage. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à la solitude, imaginent quelqu'un qui vit seul, qui mange seul, qui regarde la télévision seul, qui dort seul dans un lit vide. Mais la solitude la plus atroce, la plus déchirante, ce n'est pas d'être seul dans un espace vide. C'est d'être physiquement à côté de quelqu'un. Nuit après nuit, de partager un lit, un toit, peut-être des enfants, et de n'avoir toujours personne vers qui se tourner vraiment. Personne qui vous voit vraiment, personne avec qui vous pouvez être vulnérable. C'est ce que les thérapeutes appellent la solitude du soi non partagé. C'est la solitude de ne jamais être vraiment connu. Quand vous ne pouvez pas partager vos vraies pensées, celles qui vous rendent vulnérable, vos peurs plus profondes qui vous font sentir faible, votre côté joueur et bizarre qui ne correspond pas à l'image adulte que vous maintenez, votre vulnérabilité, authentique, qui pourrait être rejetée parce que quelque chose dans la relation semble fondamentalement vide, creux. Vous commencez à faire quelque chose de tragique. Vous commencez à couper des morceaux de vous-même. Petit à petit, presque imperceptiblement, vous rétrécissez, vous éditez, vous censurez, vous vous adaptez. La personne complexe, multidimensionnelle que vous êtes vraiment, commence à disparaître, remplacée par une version acceptable mais plate de vous-même. Les conversations qui devraient être le pont entre deux âmes deviennent purement transactionnelles, dénuées de tout contenu émotionnel réel. As-tu payé les factures ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui va chercher les enfants à l'école? Est-ce que tu as appelé le plombier? Pas hostile, pas dramatique, juste profondément, désespérément creuse. Et c'est ainsi par ce processus lent et silencieux qu'un mariage peut avoir l'air parfaitement fonctionnel, même enviable, de l'extérieur avec sa maison bien entretenue, ses vacances familiales souriantes sur les réseaux sociaux, ses dîners entre couples, tandis qu'à l'intérieur, dans le sanctuaire privé de la conscience, une personne disparaît, lentement, s'éteint, comme une bougie dans une pièce sans air. Le stress de la privation émotionnelle quand le corps garde le score. Et voici ce que la plupart des gens, même ceux qui vivent en cette réalité, ne comprennent pas pleinement. Vous ne pouvez pas raisonner votre chemin hors d'un mariage dans lequel votre système nerveux ne se sent pas en sécurité émotionnelle. La logique ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Parce que même si votre partenaire est objectivement gentil, même s'il est loyal et fidèle, même s'il n'a techniquement rien fait de mal, n'a commis aucune trahison manifeste, votre corps, votre système nerveux autonome, enregistre toujours la relation comme une forme de privation émotionnelle chronique. Et la privation émotionnelle, pour un être humain qui est une créature sociale fondamentale, est une forme de stress. Pas un stress bruyant, pas des disputes hurlantes, pas des conflits dramatiques, qui seraient au moins cathartiques. Non, c'est un stress silencieux, invisible. Le genre qui ne se termine jamais, qui n'a pas de résolution, qui ronge lentement de l'intérieur. Quand vous vivez année après année, décennie après décennie, sans véritable connexion émotionnelle, sans être vraiment vu et connu, sans intimité authentique, votre système nerveux, dans sa tentative de s'adapter à cette privation chronique, fait ce qu'il fait toujours face à un stress à long terme impossible à fuir. Il s'adapte de manière dysfonctionnelle. Il existe essentiellement deux trajectoires d'adaptation et aucune n'est saine. Certaines personnes développent une activation chronique. Elles deviennent chroniquement anxieuses, agitées, irritables, hypersensibles aux petites choses qui ne devraient pas vraiment les déranger. Leur sommeil se fragmente, se brise en morceaux. Leur appétit change de manière imprévisible. Leur esprit ne cesse jamais de courir, un hamster épuisé sur une roue infinie. Elles peuvent développer des symptômes physiques réels, maux de tête chroniques, problèmes digestifs, tension musculaire constante. D'autres personnes, peut-être la majorité, ils prennent la trajectoire opposée. Elles s'effondrent intérieurement dans une sorte d'hibernation émotionnelle. Elles ne se sentent pas assez tristes, assez désespérées pour appeler cela de la dépression clinique qui nécessiterait un traitement. Mais elles ne se sentent pas non plus vivantes, vibrantes, engagées dans la vie. C'est ce que les psychologues appellent la dépression fonctionnelle ou dysthymie. Vous continuez à vous présenter à la vie, continuez à aller au travail, continuez à accomplir vos responsabilités,
continuer à sourire poliment en public lors des événements sociaux. Mais en privé, dans votre intériorité, vous êtes profondément épuisé pour aucune raison médicale claire. Vous perdez progressivement le désir, pas seulement le désir sexuel, mais le désir au sens large, l'élan vital. Vous perdez la curiosité pour le monde. Vous perdez l'intérêt pour les hobbies qui vous passionnaient, vous perdez la couleur, la vivacité. La vie devient une série de routines à accomplir plutôt qu'une aventure à vivre. Et puis la partie la plus effrayante, la plus insidieuse, se produit graduellement. Vous cessez de faire confiance à vos propres signaux émotionnels. Vous commencez à douter de votre propre perception. Vous commencez à penser « peut-être que c'est juste ce qu'est l'âge adulte, peut-être que tout le monde ressent cela, peut-être que mes attentes étaient irréalistes. » Mais non, écoutez attentivement. Ce n'est pas l'âge adulte normal. Ce n'est pas ce à quoi ressemble une vie émotionnellement saine. C'est votre corps qui garde le score, qui enregistre méticuleusement, qui vous envoie des signaux de détresse pour un amour authentique que vous n'avez jamais reçu, pour une connexion que vous avez abandonnée en échange de la sécurité. Quatrième partie, comment les gens font face à l'absence d'amour. Quand un besoin humain fondamental et universel n'est pas satisfait, surtout le besoin profond de se sentir émotionnellement vu, compris, désiré. Votre cerveau, dans sa quête incessante de survie et d'équilibre, n'accepte pas simplement le vide passivement. Il ne se résigne pas. Il cherche activement, souvent inconsciemment, un substitut, une manière de combler ce vide. Parce que la fin de connexion authentique ne disparaît pas magiquement simplement parce que vous avez signé un certificat de mariage, parce que vous portez une alliance, parce que vous avez fait un vœu devant témoin. Cette fin persiste, s'intensifie même parfois, et elle doit trouver une sortie. Et alors les gens développent des stratégies de compensation, des mécanismes d'adaptation qui leur permettent de survivre émotionnellement. Il y a généralement 3 voies principales. Première voie, l'indifférence et l'engourdissement. C'est le chemin de la moindre résistance, la voie que beaucoup empruntent simplement par épuisement. Vous abaissez progressivement vos attentes émotionnelles jusqu'à ce qu'elles touchent le fond, jusqu'à zéro. Vous cessez complètement d'espérer la romance, l'excitation, la passion. Vous cessez de vous battre pour l'intimité émotionnelle parce que chaque tentative se termine par la déception. Vous transformez consciemment ou inconsciemment le mariage en un arrangement de colocataires hautement fonctionnel avec des factures partagées, des responsabilités divisées équitablement, des routines bien établies, peut-être des enfants à élever ensemble. C'est un partenariat pratique, efficace, mais émotionnellement mort. De l'extérieur, aux yeux de la famille, des amis, des collègues, tout semble remarquablement paisible. Vous ne vous disputez jamais violemment. Vous n'avez pas de drame. Vous semblez avoir atteint une maturité enviable. De l'intérieur, dans votre expérience subjective, vous vivez en nuances de gris émotionnel, dans un paysage intérieur sans couleurs vibrantes, sans joie profonde, sans tristesse intense même, juste une platitude constante. Deuxième voie, le déplacement d'énergie vitale. Si vous ne pouvez pas obtenir l'amour, la validation, le sentiment d'être spécial à l'intérieur du mariage, votre force vitale, cette énergie psychique qui doit s'exprimer quelque part, trouve un autre canal, une autre sortie. Le travail devient souvent l'addiction principale, parce qu'au moins le succès professionnel, les promotions, les augmentations, la reconnaissance des collègues, vous fait vous sentir précieux, compétent, admiré. Vous versez toute votre passion dans votre carrière, travaillant de longues heures, vous investissant émotionnellement dans des projets, parce que c'est le seul endroit où vous ressentez quelque chose. Où vos enfants, si vous en avez, deviennent le centre émotionnel absolu de votre monde, le substitut de l'intimité adulte que vous n'avez pas. Vous devenez un parent parfait, dévoué jusqu'à l'obsession, non seulement pour leur bien-être, ce qui serait sain, mais parce que vous avez secrètement besoin que quelqu'un ait besoin de vous, que quelqu'un vous aime de manière inconditionnelle, que quelqu'un vous voit comme absolument essentiel à sa vie. Certaines personnes se perdent dans des hobbies intenses, des passions solitaires, des mondes virtuels, n'importe quoi qui leur permet de ressentir quelque chose d'autre que l'engourdissement. Troisième voie, la recherche de connexion ailleurs. C'est la voie la plus incomprise, la plus jugée moralement, mais peut-être aussi la plus humaine dans sa désespération. Les gens pensent automatiquement que c'est de l'égoïsme, de l'immoralité, un manque de caractère. Souvent vu de l'intérieur, c'est simplement de la famine émotionnelle, c'est quelqu'un qui se noie et qui cherche de l'air. Alors la vie de fantaisie commence, doucement au début.
d'anciennes flammes découvertes sur les réseaux sociaux et vous vous surprenez à regarder leurs photos un peu trop longtemps. Des pensées « et si » qui surgissent la nuit quand vous ne pouvez pas dormir à côté de votre partenaire. Des romans d'amour consommés comme de l'oxygène parce qu'au moins dans ces pages, l'amour passionné existe. Des liaisons émotionnelles avec des collègues qui se développent. Progressivement, parce qu'une seule conversation vraiment authentique, où quelqu'un vous écoute vraiment, vous voit vraiment, ressemble à de l'eau fraîche dans un désert après des années de sécheresse. Et parfois, souvent même, les substituts deviennent plus sombres, plus pathologiques. Pornographie consommée compulsivement pour ressentir au moins le simulacre du désir, alcool pour engourdir la douleur, shopping excessif pour le rush temporaire de dopamine, jeu d'argent, n'importe quoi qui crée une sensation temporaire. Un pic d'émotion dans la platitude. Parce qu'il est crucial de comprendre, ce ne sont pas toujours, ni même principalement, de mauvaises personnes. Des personnes immorales sans conscience. Ce sont souvent des personnes émotionnellement sous-alimentées, affamées, qui essaient désespérément de se sentir vivantes, de ressentir quelque chose, n'importe quoi, sans détruire complètement leur vie, sans blesser leurs enfants, sans perdre tout ce qu'elles ont construit. Pourquoi ne partent-ils pas simplement ? Alors la question évidente que tout le monde se pose, pourquoi ne partent-ils pas simplement ? De l'extérieur, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu cette situation, cela semble si simple, si évident. Si vous êtes malheureux, si vous ne ressentez pas d'amour, marchez simplement vers la porte. Trouvez votre courage, recommencez votre vie. Mais psychologiquement, émotionnellement, pratiquement, quitter un mariage sans amour après des années n'est pas juste une décision logique, un simple choix entre l'option A et l'option B. C'est l'effondrement potentiel d'une identité entière, d'une vie entière construite autour de cette relation. Parce qu'une fois que vous avez investi des années, peut-être des décennies, une quantité énorme d'argent dans une maison, des économies partagées, l'approbation de toute votre famille, qui était si fière lors de votre mariage, des amis partagés qui devraient choisir, peut-être des enfants qui seraient dévastés, votre cerveau commence à jouer un tour brutal et bien documenté en économie comportementale, appelé le sophisme des coûts irrécupérables. J'ai déjà tellement investi dans cette relation, j'ai sacrifié tellement, j'ai donné mes meilleures années. Je ne peux pas laisser tout ça être pour rien. Je ne peux pas admettre que j'ai fait une erreur si fondamentale. Et la chose perverse est que plus vous restez longtemps, plus ce raisonnement devient puissant, plus il devient difficile de partir, parce que les coûts irrécupérables ne cessent de s'accumuler. C'est un piège psychologique qui se resserre avec le temps. Ensuite vient la honte, cette émotion sociale puissante et paralysante. Pas la honte dramatique, visible, une honte silencieuse, corrosive, qui vous ronge de l'intérieur. La honte de se sentir ingrat alors que vous avez un partenaire qui n'a rien fait de manifestement terrible. La honte de briser des vœux solennels que vous avez prononcés, peut-être devant Dieu. La honte profonde d'être la personne qui a échoué, qui n'a pas pu faire fonctionner le mariage, qui n'était pas assez mature ou assez forte. Dans certaines cultures, familles, communautés religieuses, cette honte est amplifiée à des niveaux insupportables. Vous n'êtes pas juste en train de quitter un mariage, vous êtes en train de décevoir vos parents, de trahir vos valeurs religieuses, de devenir le sujet de potin, de perdre votre statut social. Mais la plus grande chaîne de toutes, celle qui retient le plus de gens, est cette phrase que vous entendez constamment. « Je reste pour les enfants ». C'est devenu presque un cliché. Mais c'est un cliché puissant parce qu'il contient une vérité partielle. Et parfois, oui, la stabilité compte vraiment. Les enfants bénéficient de la prévisibilité, de 2 parents présents, de ressources financières stables. Le divorce peut être traumatisant, tout cela est vrai. Mais voici ce que les gens ne veulent pas affronter, la vérité inconfortable. Les enfants ne grandissent pas seulement en écoutant ce que vous dites sur l'amour, ils apprennent principalement en absorbant, en ressentant ce que votre relation ressemble émotionnellement, l'atmosphère émotionnelle de la maison. Si une maison est émotionnellement froide, dénuée de chaleur authentique, de tendresse, d'affection visible, les enfants l'absorbent dans leur système nerveux en développement. Ils l'internalisent, ils la normalisent. Ils grandissent en croyant inconsciemment que l'amour est quelque chose que vous tolérez avec résignation, pas quelque chose que vous vivez avec joie, que c'est un devoir plutôt qu'un plaisir. Et dans certaines configurations familiales dysfonctionnelles,
l'enfant devient le substitut émotionnel du mariage mort, y forcé, malgré lui, dans le rôle adulte de fournir du sens, du confort, même de la compagnie émotionnelle à un parent. C'est ce que les psychologues appellent la parentification, et c'est profondément dommageable pour le développement de l'enfant. Alors le mariage reste intact sur le papier, dans les documents légaux, dans les photos de famille. Mais le coût émotionnel, réel, le traumatisme relationnel, est transmis à la génération suivante comme un héritage toxique, perpétuant le cycle. 5e partie, les 3 issues possibles d'un mariage sans amour. Finalement, inévitablement, chaque mariage sans amour atteint un carrefour, un point de décision, qui ne peut plus être évité indéfiniment. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent dans leur vision binaire, il n'y a pas seulement 2 fins possibles, rester ou partir. Il y en a en réalité 3 trajectoires distinctes avec leur propre dynamique psychologique. Issue numéro 1, le mariage de compagnie. C'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de la paix négociée, de l'acceptation mature. Les 2 partenaires, après peut-être des années de lutte interne, acceptent consciemment ou inconsciemment le manque de feu romantique et décident de construire délibérément autre chose à la place. Ils construisent une amitié solide, un partenariat efficace, une routine confortable et rassurante, des objectifs de vie partagés, peut-être un projet commun qui les unit. Ce n'est pas une histoire d'amour passionné, digne d'un roman ou d'un film. Mais cela peut être stable, prévisible, même sincèrement réconfortant dans sa familiarité. Il y a du respect mutuel, de la considération, de la gentillesse. Ils prennent soin l'un de l'autre pendant les maladies. Ils se soutiennent dans les difficultés. Ils apprécient la compagnie sans attendre l'extase. Pour certaines personnes, selon leur tempérament, leur histoire, leurs priorités, c'est suffisant. C'est une vie viable, peut-être même une bonne vie à certains égards. Issue numéro 2, l'enfer silencieux. C'est la trajectoire la plus toxique, la plus dommageable psychologiquement. C'est ce qui se produit quand le ressentiment accumulé année après année pourrit lentement, se transforme en quelque chose de plus sombre, le mépris pur. Les plus petites choses, les plus insignifiantes, la façon dont ils mâchent leur nourriture, la façon dont ils respirent la nuit, leur rire, leur simple présence dans la pièce, la façon dont ils existent commencent à déclencher une rage disproportionnée, viscérale. Ce qui était autrefois de l'indifférence devient une aversion active. La sécurité qui était la raison initiale du mariage devient une peine de prison dont vous ne pouvez pas vous échapper. La maison, qui devrait être un refuge, devient un champ de bataille émotionnel, un environnement toxique. L'air même semble chargé de tension. Et avec le temps, sous ce poids constant de ressentiment et de mépris non résolus, l'esprit commence à se briser, à se fragmenter. La dépression s'installe profondément. L'anxiété devient chronique. Des problèmes de santé physique apparaissent. C'est insoutenable à long terme. Issue numéro 3, les vies parallèles. C'est peut-être la tragédie la plus silencieuse, la plus invisible de l'extérieur. Pas de grandes disputes dramatiques qui alerteraient la famille. Là, pas de divorce qui forcerait une résolution. Juste 2 personnes vivant techniquement dans la même maison, partageant le même espace physique, mais habitant des mondes émotionnels complètement séparés. Des univers qui ne se touchent jamais vraiment. 2 mondes parallèles sous un même toit. Ils ont leur propre routine, leurs propres amis séparés, leur propre source de satisfaction en dehors de la relation. Ils communiquent dans le strict minimum nécessaire pour la logistique. Ils sont devenus des étrangers courtois qui se croisent dans les couloirs. Et voici le signe d'avertissement crucial, le signal d'alarme que personne ne devrait ignorer. Quand le respect fondamental meurt, quand il ne reste même plus la considération de base, l'issue numéro 2, l'enfer silencieux, n'est jamais très loin derrière. Parce que voici une vérité psychologique fondamentale. Vous pouvez survivre, vous pouvez construire une vie fonctionnelle dans un mariage sans passion romantique intense. Beaucoup de gens le font. Mais vous ne pouvez absolument pas survivre psychologiquement dans un mariage sans respect mutuel de base. C'est impossible, cela détruit l'âme. 6e partie, 2 chemins vers l'avant. Alors que faites-vous concrètement si vous vous reconnaissez dans ce portrait, si vous ressentez cette vérité résonner dans tout votre être? La réponse honnête est qu'il n'y a que 2 vrais chemins vers l'avant, 2 directions possibles. Et les 2, absolument les 2, exigent d'un courage immense. Feuille de route, A. Rester et reconstruire avec intention.
Si la relation conserve encore certains éléments fondamentaux essentiels, du respect mutuel authentique, de la sécurité émotionnelle de base, de la bonne volonté réciproque, l'absence de mépris ou d'abus, alors l'amour, ou du moins une connexion émotionnelle significative, peut parfois, pas toujours mais parfois, être réappris, recultivé intentionnellement. Mais soyons clairs, ce n'est pas un processus passif, ce n'est pas attendre et espérer que les sentiments reviennent magiquement. Cela exige un travail intentionnel, soutenu, souvent inconfortable. Commencez par reconstruire l'amitié, le fondement qui manque probablement. Créez des conversations de vérité hebdomadaires, des moments dédiés où vous partagez vraiment, sans blâme, sans défensive, sans jugement. Parlez de vos peurs, de vos déceptions, de vos rêves non réalisés. Reconstruisez délibérément l'intimité émotionnelle, la vulnérabilité partagée, bien avant d'attendre que le désir physique revienne. Le désir suit souvent la connexion émotionnelle, pas l'inverse. Et si possible, si vous pouvez vous le permettre financièrement et émotionnellement, cherchez de l'aide professionnelle qualifiée. La thérapie de couple, avec un bon thérapeute, n'est pas une admission d'échec. Ce n'est pas un tribunal où on cherche à identifier un méchant et une victime. C'est un espace sûr, avec l'aide d'un guide formé, pour reconstruire patiemment la connexion qui s'est perdue, pour apprendre à communiquer d'une nouvelle manière. Feuille de route. B. Partir avec dignité et préparation. Mais si le mariage s'est transformé en mépris chronique, si en engourdissement émotionnel complet, en préjudice psychologique actif, si vous vous sentez mourir de l'intérieur jour après jour, alors partir n'est pas un échec. C'est un acte de survie, c'est choisir la vie plutôt que l'extinction lente. Mais ne faites pas que vous échappez impulsivement dans la panique. Préparez-vous soigneusement, méthodiquement. Construisez d'abord la stabilité financière qui vous donnera des options réelles. Ouvrez peut-être un compte bancaire séparé. Consultez discrètement un avocat pour comprendre vos droits. Établissez des limites émotionnelles claires pour vous protéger pendant la transition. Si vous avez des enfants, créez un plan de coparentalité réfléchi qui minimise leur traumatisme parce que leur bien-être doit rester central. Et donnez-vous la permission de pleurer, vraiment pleurer, et non pas seulement la fin du mariage, mais aussi la mort des espoirs que vous aviez, de la vie que vous pensiez construire, de la version de vous-même que vous abandonnez. Le deuil est donc nécessaire. Parce que voici la vérité finale, la plus importante peut-être. La vie est tragiquement, magnifiquement courte. Nous avons si peu de temps sur cette terre. Il vaut infiniment mieux être seul et authentiquement vous-même, vibrant dans votre vérité, qu'ensemble et invisible, éteint, disparu dans une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Conclusion. Nous avons exploré aujourd'hui un territoire psychologique douloureux mais crucial. Pourquoi tant de personnes épousent quelqu'un qu'elles n'aiment pas vraiment et quel prix terrible elles paient pour ce choix. Nous avons vu les forces invisibles, la peur du célibat, l'horloge sociale, les schémas d'attachement formés dans l'enfance, le traumatisme non résolu, qui poussent les gens vers la sécurité plutôt que vers l'amour authentique. Nous avons identifié les signes révélateurs du compromis émotionnel. Nous avons exploré le coût psychologique dévastateur de vivre un mensonge quotidien. Nous avons examiné les stratégies de compensation que les gens développent. Et nous avons cartographié les issues possibles et les chemins vers l'avant. Si ce contenu a résonné avec votre expérience, si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que les gens se contentent de moins principalement par peur ou par espoir mal placé ? Et abonnez-vous pour plus de contenu qui explore honnêtement la psychologie humaine, sans jugement mais avec compassion et vérité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration difficile mais nécessaire.